Bonjour à tous, donc comme promis la vidéo des questions de vérification intérieure. Donc pour l'instant je vais vous faire les intérieurs, ensuite je vous ferai les extérieurs quand il fera jour, ça sera mieux. Donc je vous fais donc les questions intérieures, je vous montrerai où se situe la commande, la question qui va avec bien sûr, et aussi la question de premier secours. Donc on va essayer de faire un truc assez complet. Donc déjà n'hésitez pas donc à vous abonner si c'est pas le cas, et à liker la vidéo, laisser un petit commentaire si vous avez aimé, si vous avez besoin d'autre chose. Alors, donc on va commencer par la première question. Donc, montrer la commande de réglage de hauteur des feux. Donc, ce dispositif est situé en général à gauche du volant. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, donc il se situe ici, ce qui va permettre de régler les feux en hauteur. Donc, cette commande-là, voilà, qui permet de régler les feux. Vous voyez, il y a une petite roulette. Et vous allez retrouver en général ce symbole. Voilà, ce symbole avec la petite roulette, ici. Voilà. Et là, vous choisissez votre position. Alors, donc, la question est, pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Donc, tout simplement pour ne pas éblouir les autres usagers. Si votre véhicule éclaire trop haut, vous risquez d'éblouir les autres usagers. Ensuite, question de sécurité. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? Donc, la réponse, je vais vous donner la réponse comme elle est écrite et je vais essayer de vous l'expliquer. En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. En gros, c'est de protéger la zone, que ça soit visible par les autres pour éviter qu'il y ait un suraccident, donc un accident supplémentaire. Alors, prochaine question. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Donc, le rétroviseur intérieur en position nuit, sur certains modèles de véhicules, c'est un bouton. Sur d'autres véhicules, ça va être une commande qui se situe ici. Je peux filmer juste en dessous là. Voilà, regardez, il y a un petit clapet. Hop, et là je viens de mettre le rétroviseur intérieur en position nuit. Donc c'est ce petit clapet là. Donc je l'ai mis sur mon rétro à moi, mais il est aussi sur le rétro conducteur, juste là. Voilà. Donc le rétro en position nuit. Alors pourquoi est-il préférable, quel est l'intérêt de la position nuit? Donc c'est pour éviter d'être ébloui par les feux arrière des véhicules, parce que ça va rebondir sur vos yeux. Le fait de mettre en mode nuit, vous allez toujours voir les feux des véhicules, mais sans que ça vous éblouisse. Donc voilà. Ensuite, question de sécurité. Comment est composé le signal d'alerte du système alerte et information des populations, SAIP, diffusé par les sirènes? Alors, il se compose de deux codes distincts, le signal national d'alerte, SNA, et le signal de fin d'alerte. Donc en gros, c'est quand on entend l'alerte tous les premiers mercredis du mois, vous savez, le fameux alerte qu'on entend des casernes de pompiers ou sur des mairies. Voilà, donc c'est le SAIP, c'est ça. Donc, c'est les trois signaux. Vous voyez l'alarme qui fait ça. Et une fois que ça fait 3 fois que ça s'arrête, vous savez que c'est le signal d'alerte. Ensuite, prochaine question. On va faire fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Donc, la commande des essuie-glaces, en général, elle se situe ici sur votre droite. Et la position la plus rapide, ça va être, selon les véhicules, soit vers le bas, soit vers le haut. Dans la 208, c'est vers le haut. Voilà, donc la position la plus rapide. Donc effectivement, j'ai oublié de vous préciser, vu qu'on est à l'intérieur, bien sûr, ce sont les vérifications intérieures des véhicules Peugeot 208. Il y a d'autres véhicules d'autres collègues ont fait d'autres vidéos sur d'autres véhicules. Moi, mon véhicule, c'est Peugeot 208. Donc l'intérieur de ce que je vous montre, les commandes, c'est au niveau de la Peugeot 208. Les questions, c'est les mêmes. Les types de questions sont les mêmes. Les commandes ne sont pas forcément au même endroit sur chaque véhicule. Ça, c'est important. Alors, donc comment détecter leur usure en circulation? Donc comment on détecte l'usure des essuie-glaces en circulation? En fait, ça va laisser des traces sur le pare-brise, ou des fois ça va même faire un petit bruit et de grincement. Mais surtout, ça laissera des traces sur le pare-brise. Là, on sait que c'est usé. Alors, question de sécurité, comment vérifier la respiration d'une victime? Donc on va regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent, voir s'il y a une expiration d'air. Et on va essayer de sentir avec sa joue ou sa main, en mettant devant le visage, on va sentir s'il y a de l'air qui sort. Donc ça, c'est en cas d'accident, par exemple, ou un malaise. Ensuite, prochaine question. Alors, donc question ensuite, vérifier la présence du gilet de haute visibilité. Donc vous savez que ça doit être facilement accessible et rapide. Donc c'est le fameux gilet jaune, avec le triangle de sécurité, mais c'est surtout le gilet jaune qui est demandé. Donc, en cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Pardon. Donc comme je viens de vous le dire, c'est le triangle de présignalisation, ici en rouge. Donc le gilet, obligatoire.
et le triangle. Donc on peut utiliser le terme gilet jaune hein, si vous avez du mal à dire gilet de haute visibilité. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est dans les réponses, là je fais une petite pause pour vous expliquer, on vous demande pas forcément de ressortir le mot exact comme moi je vais vous le sortir, mais au moins que ça soit compréhensible par l'inspecteur. Donc si par exemple, voilà, vous dites gilet jaune au lieu de gilet haute visibilité, on comprend de quoi vous parlez. Et surtout, le plus important, c'est effectivement de montrer. Voilà. Donc, même s'il y en a qui, voilà, ils n'ont pas leurs mots, ou des gens qui ont du mal un peu à parler français, du moment que vous comprenez et que vous montrez la chose, c'est l'essentiel. Pareil pour votre réponse, du moment que l'inspecteur comprend ce que vous voulez dire, même si c'est avec vos mots à vous, il n'y a pas de souci. Alors, si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être placée, excusez-moi, dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Donc en gros, si vous devez dégager une personne d'une voiture ou d'un incendie, etc., de la mettre au plus loin du danger. Ensuite, vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, carte grise ou sa photocopie. Donc moi, j'ai toujours ma carte grise sur moi par exemple. Donc le jour de l'examen, bien sûr, elle est accessible pour l'élève, je lui laisse à portée de main. Donc la carte grise certificat d'immatriculation, c'est bien ce document-là, d'accord? On l'appelle plus communément une carte grise, mais voilà, c'est le certificat d'immatriculation. C'est ce document. Obligatoire de l'avoir sur vous. Alors, quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle aux forces de l'ordre? Donc à la police. Donc ce que vous devez présenter obligatoirement, c'est le permis, bien sûr. Bon, moi c'est l'ancien modèle, hein, c'est pas le nouveau. Donc le permis de conduire et votre certificat d'assurance. Donc comme quoi votre véhicule est bien assuré. Voilà, ce sont les deux documents obligatoires à présenter en cas de contrôle, en plus de la carte grise. Donc ça fait bien 3 documents en tout. La carte grise, certificat d'immatriculation, le permis de conduire et votre certificat d'assurance. Alors, pourquoi, ensuite, question de sécurité. Donc pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle rapide et précise? Donc elle doit être rapide et précise pour qu'ils puissent en fait apporter leur secours le plus rapidement possible et qu'ils puissent intervenir. Donc quand on vous demande d'être précis, si vous êtes à Paris, dites pas je suis à Paris, j'ai un accident, une rue à côté d'une boulangerie. Ça veut rien dire. Il faut vous donner le nom de la rue, le numéro de la rue et d'être le plus précis possible. Donc si c'est Paris, donnez l'arrondissement. Si c'est une autre ville, donnez le code postal et l'adresse exacte. Alors, question suivante. Montrer l'indicateur de niveau de carburant. Donc le niveau de carburant, on va le voir ici. Donc ce sont voilà les petites bandes que vous voyez là sur le côté. On peut le reconnaître facilement grâce au symbole que l'on voit ici avec la petite jauge d'essence, donc 0, 1,5 et 1 complet. Donc là on est à peu près au-dessus du plein. Alors, quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir d'essence? Donc déjà, il faut arrêter le moteur, bien sûr, ne pas fumer à côté et ne pas être au téléphone. D'accord? Parce que ça peut créer avec des étincelles, créer un incendie, etc. Question de sécurité. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais respire? Donc vous êtes avec quelqu'un qui est conscient, qui est inconscient, pardon, mais qui respire. En gros, c'est ça la question. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Le placer en position latérale de sécurité, donc en PLS, alerter les secours et surveiller la respiration de la victime, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la main ou le visage, jusqu'à l'arrivée des secours. Ensuite, actionner la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant correspondant. Donc, le dégivrage de la lunette arrière, le voyant, il est ici. Donc, c'est ce voyant-là. Enfin, c'est ce symbole-là. Et quand j'appuie, on a le petit point orange au-dessus. Je peux monter un petit peu. Voilà, le petit point orange qui nous montre bien que c'est activé. Parfait. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Donc si ça ne dégivre pas la lunette arrière, vous risquez d'avoir de la buée ou de la glace. Et du coup, vous allez avoir un manque de visibilité vers l'arrière. Ça peut être très dangereux. Question de sécurité. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Donc on commence bien la question par hors autoroute ou endroit dangereux. En fait, il ne faut pas vous mettre en danger vous-même en plaçant un triangle de présignalisation. Donc le triangle il doit être placé environ à une distance de 30 mètres de la panne ou de l'accident, ou avant un virage ou un sommet de côte. Donc toujours être placé avant le véhicule accidenté ou en panne. Ensuite, montrer le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante de l'huile moteur. Donc pour ça, on va devoir couper le contact, parce que là, on a des voyants.
Là, on a des voyants sur le tableau de bord, mais on n'a pas le voyant qui correspond à ce qu'on veut. Donc, pour avoir le voyant qui correspond à ce qu'on veut, on va couper le contact. On va le remettre à 0. On va remettre le contact. Et là, ici, on va indiquer le voyant d'huile avec la petite goutte. Vous avez vu, je vous le refais. On coupe le contact. On remet le contact. Et on a tous les voyants qui s'allument. Et on montre le voyant d'huile qui est ici. Voilà. Ensuite, la question qui vient avec, c'est quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau de carburant. Donc, le moteur, il doit être froid et sur un terrain plat. Donc, pas dans une côte ou une montée et pas juste après avoir éteint son moteur. Il faut attendre au moins une bonne heure. Alors, question de sécurité, quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? Donc, le numéro de téléphone à partir duquel on appelle, la nature de la localisation, donc dire où on est, d'accord? Dire où on est, bien précis, une autoroute, une ville, une départementale, etc. Et expliquer donc le problème. Voilà, les 3 informations, donc c'est le numéro de téléphone depuis lequel on appelle, pourquoi on appelle et une localisation précise. Prochaine question, on va vérifier la présence de l'éthylotest. Jamais pause vite fait, coupe pas encore. Ok, donc l'éthylotest, vous demandez toujours à votre moniteur où de l'arranger. En général, il est dans le vide-poche qui est devant. Bon, on va pas le filmer, ça va gêner le caméraman. Donc voilà, présence de l'éthylotest. Voilà, il y a bien écrit, hein, alcool, Brett, 6, bon, c'est en anglais, mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est bien un test d'alcoolémie. Voilà, donc éthylotest à avoir obligatoirement dans le véhicule. Alors, à partir de quel taux d'alcool en période de permis probatoire est-on en infraction? Donc à partir de quel taux en période probatoire, donc dans les 3 ans où vous êtes en probatoire, vous êtes en infraction? À partir de 0,2 grammes par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Donc les jeunes permis, vous avez une tolérance 0 au niveau alcool et volant. Vous n'avez pas du tout le droit de consommer de l'alcool, même si c'est un verre, un demi-verre, une gorgée, et de conduire ensuite. Question de sécurité, quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Donc là, on parle de quelqu'un qui a le cœur qui s'est arrêté. Il faut alerter, donc alerter immédiatement les secours. Ensuite, il faut le masser, pratiquer un massage cardio-pulmonaire pour ceux qui ont les gestes de premier secours. Et essayer de défibriller. Mais ça, il faut un défibrillateur automatique. Il y en a de plus en plus dans les villes ou dans les centres commerciaux. Et il faut bien lire les consignes avant de s'en servir. Alors, prochaine question. On va montrer la commande de réglage du volant. Donc, la commande de réglage du volant, elle se situe sous le volant. Donc, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Elle est ici. Voilà, je l'ai déclenchée là. Vous voyez, il y a une petite languette là qui pend. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de tirer et changer de position du volant. Et bien sûr, il faut rebasculer ensuite la réglette. Hop, pour plus que ça bouge. Voilà. Alors, pourquoi est-il important de bien régler son volant? On vous demande de citer 2 exemples. Premier exemple pour un confort de conduite, donc pour être à l'aise quand on conduit. L'accessibilité aux commandes, c'est un autre exemple, donc les commandes soient accessibles facilement par la main, hein, facilité d'accès. Et pour avoir une visibilité du tableau de bord, donc bien voir ses voyants de vitesse, son essence, etc. Et aussi, on va rajouter l'efficacité des airbags. Effectivement, si on est trop loin, si le volant est à 10 km de nous, l'airbag ne nous aidera pas. À l'inverse, en étant trop proche du volant, ça peut être dangereux, le déclenchement d'airbag peut nous blesser. Ensuite, question de sécurité. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? Alors, en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable. Ce déplacement doit être exceptionnel. Comme j'ai dit tout à l'heure, imaginons le véhicule il est en feu. On va pas laisser le risque à la personne de mourir en feu. On va la sortir du feu. Maintenant, s'il n'y a pas de danger immédiat, la voiture, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas un risque d'effondrement de quelque chose, on va laisser la victime, on va faire ce qu'il faut en attendant les secours. Parce que des fois, déplacer quelqu'un, ça peut le blesser encore plus. Alors, on va positionner, question suivante, positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Alors, pour diriger l'air vers le pare-brise, selon les modèles de véhicules, vous allez toujours retrouver ce symbole-là. Pareil, on va l'enclencher. Donc, comme on vous demande de vérifier, il faut le faire. Donc, on a positionné, on entend l'air. On ne voit pas, mais on entend l'air sur le pare-brise, voilà, qui part. Quand on coupe nous-mêmes. Citer 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace.
Donc 2 éléments supplémentaires, c'est la commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud et la climatisation. En gros, de l'air. Concrètement, il faut de l'air assez rapide, soit froid, soit chaud. Ensuite, question de sécurité, quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations, donc SAIP? C'est d'avertir la population d'un danger imminent, ou qu'un événement grave est en train de se produire. Par exemple, s'il y a un risque chimique, une explosion d'une centrale nucléaire, je ne sais pas, des choses comme ça, on va entendre ce signal, ce qui va nous dire, attention, il se passe quelque chose dehors. Ensuite, prochaine question. Montrer le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Alors, on va l'avoir ici. Donc, c'est bien le voyant plus et moins. Hop, je sais pas si on le voit bien. Voilà, on le voit pas très bien. Je sais pas pourquoi ça donne pas très bien. Voilà, donc là on le voit super bien. C'est bien ce symbole, le plus et le moins. Vous avez juste à montrer tout simplement ça. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? Donc là, par exemple, on a le moteur qui est éteint. Et on a les feux qui sont allumés, on a la lumière qui est allumée ici, au niveau du plafonnier. Voilà. Donc tout ça, les accessoires ou les feux, ça peut décharger la batterie au bout d'un moment. Question de sécurité. À partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours? Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est mieux d'avoir ça en soi si jamais vous arrivez sur un accident. Donc à partir de 10 ans, vous pouvez suivre des stages de premier secours. Donc je pense que la plupart des gens qui me regardent, vous êtes accessibles à ce genre de formation. Alors, de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Donc là, on vous demande la couleur, d'accord? Vous n'avez pas forcément besoin de montrer le voyant. Moi, je vais vous le montrer, mais la couleur, c'est évidemment rouge. Hein. C'est très dangereux s'il y a un problème de freinage. Donc, le voyant, on va couper le contact, on va le remettre à nouveau. Et le voyant, ça va être celui-là, avec le point d'exclamation rouge. Ah, attendez. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Donc, je vais couper le contact, je vais le remettre. Et le voyant donc du frein défaillant, liquide de frein défaillant, c'est le point d'exclamation avec les petites parenthèses. Voilà. Qui ressemble à s'y méprendre au voyant P qui est ici. Et celui-là, c'est le frein à main. Alors, quelles sont les conséquences? Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Donc, c'est de dégrader le système de freinage. En gros, si vous partez avec votre frein à main, vous allez abîmer votre système de freinage ou autre chose. Enfin, vos pneus, mais surtout votre système de freinage. Alors, question de sécurité. Hors autoroute ou endroit dangereux? Donc, ça, c'est une question qui revient, on l'a déjà eu. En cas de panne ou d'accident, doit être placé le triangle de présignalisation. Le triangle doit être placé environ à 30 mètres de la panne ou de l'accident, ou avant le virage ou un sommet de côte. Ensuite, montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Alors, le voyant d'alerte, hop, je vais vous le montrer, il est tout à gauche. On va essayer. Donc déjà, ce qui nous parle de liquide de refroidissement, c'est ce symbole-là. Donc il est facile à reconnaître parce que c'est, voilà, une espèce de thermomètre avec des petites vagues, vous voyez. Et puis il y a le C de Celsius, donc de degrés. Donc là, je vais couper le contact. Voilà, on va le remettre. Super. Et le petit point rouge en haut, donc c'est ça. Le petit point rouge qu'on a eu en haut du voyant, c'est ça qui nous indique que le liquide de refroidissement est trop élevé. Alors, quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? C'est une surchauffe ou une casse du moteur. C'est très très grave. Si jamais vous avez ce voyant-là qui s'allume, il faut s'arrêter très rapidement. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Parce qu'il faut attendre que la personne des secours vous dise c'est fini, en fait, parce qu'elle a peut-être des choses à vous faire faire ou des informations qu'elle a besoin d'avoir ou des choses que vous n'ayez pas à faire. En fait, il faut attendre qu'elle vous donne l'accord de raccrocher, qu'elle vous dise bien raccrocher ou de rester avec elle jusqu'à l'arrivée des secours. Hop, question suivante. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Donc, pour effectuer cette vérification, vous allez devoir faire une action, c'est ouvrir la porte. Donc, vous allez voir que la porte ouverte, il n'y a aucun voyant qui s'allume, c'est tout à fait normal parce que le moteur, il est éteint. Il n'y a donc aucun risque à ouvrir une porte moteur éteint. Donc, on va démarrer le moteur. Et ici,
on a donc le voyant. Donc vous allez avoir le voyant rouge de la portière qui est là. Hop, à côté de celui avec la ceinture, voilà, celui avec les portières. C'est donc le voyant d'une portière mal fermée. Mais pour ça, comme je vous ai dit, il faut que le moteur soit allumé et que vous ouvriez la portière. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir en grand, il suffit juste de l'ouvrir. Hop, on va recouper. Alors, quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? En fait, il y a un bouton qui permet d'actionner la sécurité enfant entre les deux portières arrière. Donc, ils n'ont plus possibilité de l'ouvrir. Donc, soit vous allez avoir ce bouton en option dans le véhicule, soit il va falloir le faire depuis l'extérieur. Donc, lors des vérifications extérieures, je vous le montrerai. Ensuite, citez 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Donc, lui poser des questions simples. Comment est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle m'entend? Etc. Lui secouer la main, les épaules très doucement pour voir si elle réagit. Lui prendre la main et lui demander par exemple de vous serrer la main. Vous allez voir si la victime elle est consciente, pas consciente, si elle a un problème de motricité ou autre. Bon, sans être médecin, voilà, c'est des gestes de premier secours. Ensuite, on va actionner la commande des feux de détresse. Donc, vous l'actionnez, elle est reconnaissable, vous la connaissez tous, plus communément appelée les warnings. Donc, vous appuyez bien dessus, voilà, et puis on voit bien que les feux de détresse sont bien allumés devant, dehors. Voilà, on les voit signaler. Super, on coupe. Alors, quand est-ce qu'on utilise les feux de détresse? Donc, c'est une question qui est assez simple, mais il faut donner les bons éléments. Donc, c'est en cas de panne, en cas d'accident ou de ralentissement important. Vous êtes en train de rouler, d'un coup devant vous ça freine sur l'autoroute ou autre. Vous mettez les warnings pour alerter derrière. Et donc, c'est pas à utiliser pour aller s'acheter du pain, hein, comme beaucoup le font tous les jours. Donc, c'est que pour panne, accident et ralentissement soudain. Ensuite, question de sécurité. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte? Donc le SAIP, toujours pareil. Donc le comportement, c'est se mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias et Internet, et respecter les consignes de sécurité. Ensuite, montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Donc là, vous allez simplement montrer la commande. La commande, elle va se situer selon les véhicules. Moi, ça va être sur la droite. Et en fait, ça va être juste ici. Hop, voilà. On le voit ici. Donc, vous montrez juste la commande. C'est bien celle-là, la commande du régulateur de vitesse. On voit bien le petit symbole. Donc, pas évident de vous montrer avec le volant qui est devant. Hop, je vais quand même essayer de le tourner pour bien vous la montrer. Voilà. Donc, c'est bien cette commande-là qui est le régulateur de vitesse. La question, sans actionner la commande de régulateur, comment le désactiver rapidement? Donc, sans toucher à la commande que je viens de vous montrer, comment en fait on va faire pour le désactiver, le régulateur de vitesse? C'est très simple. C'est soit d'appuyer sur le frein, soit d'appuyer sur la pédale d'embrayage pour une voiture manuelle. Bon, moi, je suis en automatique, donc nous, en appuyant sur le frein, ça va automatiquement, voilà, enlever, en appuyant sur le frein, ça va désactiver le régulateur. Bien sûr, ça c'est quand on est en train de rouler. Question de sécurité. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? Donc en indiquant le numéro de l'autoroute, donc la 1, la 3, la 140, la 250, et le sens de circulation, donc direction Paris, direction Bordeaux, direction Nantes, et surtout le point kilométrique. Au milieu de l'autoroute, vous avez des points kilométriques, et si vous donnez cette précision, que ce soit pour les secours ou une dépanneuse, c'est beaucoup plus facile de vous trouver. Parce que si vous dites juste, je suis sur la 3 à tel point kilométrique sans donner la direction, il se peut que le véhicule de secours va être de l'autre côté. Et là, pour vous rejoindre, ça va prendre trop de temps. Prochaine question de sécurité. Prochaine question intérieure, pardon. Sans l'actionner, montrer la commande de l'avertisseur sonore. Alors, assez simple. En général, l'avertisseur sonore se trouve sur tous les véhicules au milieu, au niveau du volant. Donc, on a les symboles des deux côtés. Hein, il suffit d'appuyer dessus. On va le faire rapidement. Hop, et ça klaxonne. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération, donc en ville? Donc, le cas le plus simple, c'est en cas de danger immédiat. Un piéton qui risque de traverser d'un coup, un véhicule qui risque de nous rentrer dedans. Voilà, un danger immédiat, vous avez le droit de klaxonner. Alors, pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? En fait, car un risque de s'étouffer. Soit la langue qui va venir shooter dans la gorge et que la personne va s'étouffer, ou des liquides présents dans la gorge, un peu de la bave, des glaires, des choses comme ça, qui vont faire qu'elle s'étouffe. Ensuite, montrer la commande
permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Donc, comme vous le savez, l'airbag avant, donc, tiens, montre-le ton airbag, voilà, qui se situe ici, d'accord? Il peut être désactivé, notamment lorsque vous mettez un siège enfant. Donc, on va vous montrer où est-ce que ça se désactive. Bouge pas. Hop. Donc, pour la désactivation, ça va tout simplement être ici. Voilà, vous allez avoir ici, vous voyez, là il est sur on, avec la clé vous tournez, vous mettez sur off. Voilà, c'est la manière la plus simple de désactiver, il faut toujours le chercher dans votre véhicule. Ça reprend. Alors, dans quelle situation doit-on désactiver? Donc je l'ai dit en posant la question, c'est lors le transport d'un enfant sur le siège auto à l'avant, dos à la route, pour éviter que l'airbag le projette contre le siège. Alors, question de sécurité, on l'a vu tout à l'heure, c'est dans quelles conditions réaliser le dégagement d'urgence d'une victime. Donc, c'est vraiment en cas de danger immédiat. Hein. Ça, on l'a déjà eu. Alors, montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Donc, tout simplement là, voilà, vous allez avoir le voyant ici, exactement celui-là. Voilà, si on le voit un petit peu, voilà, c'est bien un bonhomme avec une ceinture. Donc, c'est ce voyant-là. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? Donc à partir de l'âge de 10 ans, tout simplement. La question de sécurité, pareil, on l'a déjà eu parce que c'est des questions qui reviennent, mais je vous la refais quand même. C'est comment est composé le signal d'alerte des populations, donc SAIP. Donc le signal d'alerte diffusé par les sirènes, c'est un signal de 3 cycles successifs, comme je vous ai dit, et un signal continu. Et ensuite une fin d'alerte. Alors, question suivante. Vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Donc la vignette, en général, positionnée en bas à droite ou en haut à droite. Voilà, on la reconnaît. Et l'attestation d'assurance, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous la remontre. Donc, doit être aussi là. Donc, seule la vignette, ça suffit pas. Seule l'attestation ne suffit pas. Il faut les deux. Donc, il faut évidemment ce papier aussi. Voilà. Donc, ce papier vert, plus la vignette là-bas. C'est ça. Alors, quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? On l'a dit tout à l'heure. La carte grise, votre certificat d'immatriculation et bien sûr votre permis de conduire. Question de sécurité, qu'est-ce qu'une hémorragie? Et l'hémorragie, tout simplement, c'est une perte de sang qui ne s'arrête pas. Elle imbibe le sang, vous mettez un mouchoir ou un vêtement et il est imbibé de sang. Donc là, vous pouvez vraiment dire que c'est une hémorragie, parce que le sang coule en continu. Question suivante, on va allumer les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Donc pour ça, je vais... Alors, on n'est pas obligé de mettre le moteur en route, c'est juste pour que vous puissiez facilement voir la commande. Donc la commande des feux, elle se trouve ici. Il va falloir que j'allume déjà les feux de croisement. Ensuite, là, au milieu, je ne sais pas si vous voyez ici. Là, ici, vous avez la commande des feux de brouillard arrière. Voilà, là. Hop, je vais les activer et on va montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. C'est le voyant orange qui est ici. Donc je vous remonte, je rééteins tout. Donc, bon, si vos feux sont déjà sur auto, vous n'êtes pas obligé de mettre les feux de croisement. Hein. Là, il fait nuit, donc ils sont déjà en feu de croisement. La commande qu'il faut retenir, elle est au milieu. Et le voyant qu'il faut bien garder en tête, c'est un voyant de feu qui est orange, celui-là. Voilà, celui-là qui est ici. Alors, pouvez-vous les utiliser par forte pluie, les feux de brouillard arrière? Évidemment, non. Alors, à titre d'information, pourquoi? Parce que ça éblouit. Malheureusement, énormément de gens utilisent les feux de brouillard arrière quand il pleut. C'est une catastrophe. Alors, question de sécurité. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? Donc, la victime ne répond pas, ne réagit pas, ne respire pas ou présente une respiration anormale. Voilà. Ensuite, montrer comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Donc, pour régler l'appui-tête, on va le montrer là, si tu arrives à montrer ici. Donc, on a une commande, là on va pousser, et ensuite on va monter. Voilà.
Là, c'est pour que vous voyez le petit bouton. Je vais vous montrer depuis mon siège. Donc vous, quand vous le montrez, main gauche qui va appuyer sur le petit bouton derrière et main droite qui monte. Voilà. Et on redescend. Donc, quelle est l'utilité de régler la hauteur de l'appui-tête? Ça permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et limiter les blessures. Donc, ça vous permet voilà, d'avoir quelque chose derrière pour si votre tête part en arrière, pour pas que vous ayez des problèmes au cou, à la nuque. Alors, par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence. Alors, de quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? On l'a vu il y a quelques secondes. Donc c'est orange, la couleur. Quelle est la différence entre un voyant de couleur orange et un voyant de couleur rouge? Alors, le voyant de couleur rouge signale une anomalie de fonctionnement ou un danger au niveau du véhicule. Un voyant orange, c'est un élément important, qui n'est pas dangereux donc. Question de sécurité, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne de façon anarchique. Alors, montrez la commande de recyclage de l'air. La commande, c'est celle-là. Donc voilà, vous avez juste à la montrer, pas besoin d'activer. Bon, je peux vous l'activer si vous voulez, mais c'est celle-là. Alors, quel est le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Donc, comme ça va garder que l'air de l'intérieur, le risque, c'est que vous allez avoir de la buée, de la condensation. Donc, d'avoir une mauvaise visibilité. Alors, question de sécurité, quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos? Donc, c'est l'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. On va allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Donc, pareil, là, pour les feux de route, je vais démarrer juste pour que ce soit plus simple pour que vous puissiez voir la commande. Donc, ici, on a donc la commande qui est déjà en feu de croisement. Si jamais c'est pas le cas, vous les mettez en feu de croisement. Ensuite, vous allez faire une pression vers vous et relâcher. Vous allez avoir le voyant bleu qui s'allume là. Et on voit bien la différence dehors entre feu de croisement et feu de route. Voilà. Et le geste, c'est celui-là. On voit bien l'alternance du voyant bleu, du voyant vert. Donc comme je vous l'ai dit, si les feux ne sont pas automatiquement en feu de croisement, il faut les mettre vous-même et vous ramener de manière sec vers vous et vous relâchez. Voilà. Si c'est déjà sur auto, certains véhicules sont déjà sur auto, mais bon, quand vous allez passer votre examen, il fera jour. Donc il faudra mettre en feu de croisement et ensuite vous passez en feu de route. Alors, quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec un autre usager? Donc si vous croisez un autre véhicule et que vous restez en feu de route, donc le risque c'est de l'éblouir. Vous allez l'éblouir parce que les feux de route, vous avez vu, c'est des feux qui sont très très puissants. Alors, quel est l'objectif du SAIP? C'est d'avertir la population d'un danger imminent ou d'un événement grave en train de se produire. Vous voyez, les questions de sécurité reviennent, hein, ça vous permet aussi de les retenir. Et quand on fera les vérifs extérieurs, il y aura aussi les questions de sécurité que je vous ferai. Alors, on va vérifier la présence du constat amiable dans le véhicule. Mets pause, s'il te plaît. Voilà, donc le constat amiable, hein, et sous cette forme, moi, il était rangé donc de manière droite, mais vous voulez avoir plié comme ça, constat européen d'accident. Voilà. Donc ça, obligatoire d'en avoir au moins un dans votre voiture, c'est mieux. Hein. C'est très fortement conseillé. En cas d'accident, dans quel délai doit être transmis le constat à l'assureur? Donc vous avez 5 jours ouvrés. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? Bah, la mort de la victime. Hein. Un arrêt cardiaque et personne n'intervient, c'est la mort. Donc, bon, ça on a déjà vu, mais je voulais vous la refaire quand même. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? C'est bien rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein mal desserré? C'est d'abîmer le système de freinage. Comment arrêter une hémorragie? Donc, question de sécurité. Donc, en appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie. Donc, vous allez prendre un tissu et en fait, vous allez appuyer sur la plaie de la personne comme ça. Voilà. Ou avec les doigts si c'est une petite plaie. Alors, si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limitateur de vitesse. Alors, moi, mon véhicule en est équipé. Et la commande, donc, c'est en haut. Alors, plutôt comme ça. Là, je vais mettre là. Voilà, super. Ici, en haut, c'est le limitateur. En bas, vous avez le régulateur. Et en haut, c'est le limitateur. Vous voyez bien, il y a écrit limite. Voilà, nickel.
Alors, quelle est l'utilité d'un limitateur de vitesse? C'est de ne pas dépasser une vitesse programmée. Par exemple, vous êtes sur une autoroute, vous allez en vacances, vous voulez pas prendre de risques. Votre autoroute est limitée à 130, vous le mettez à 130 et vous dépasserez jamais les 130. Quels sont les numéros d'urgence à appeler? Donc, question de sécurité. Les numéros d'urgence à appeler sont le 18, qui sont les pompiers, le 15, qui est le SAMU, et le 112. Donc, c'est le numéro réservé aux appels d'urgence, numéro européen. Il marche avec un téléphone, même si vous n'avez pas de puce, enfin, de la batterie si c'est mieux. Mais si vous n'avez pas de puce, vous faites le 112 depuis un téléphone, même si vous n'avez pas de crédit, pardon, ça marchera quand même. Ensuite, alors, faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Donc, l'essuie-glace arrière, la commande, elle est là. Voilà, vous avez tout simplement à monter vers le haut. Et on a entendu que l'essuie-glace s'est déclenché à l'arrière. À 0. Là, je vais les réenclencher. Voilà, on voit bien qu'il se déclenche. Super. Pourquoi une bonne visibilité vers l'arrière en plus de l'utilisation de l'essuie-glace? Alors, pardon. Pour une bonne visibilité vers l'arrière en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Donc, quand il pleut, en plus de l'essuie-glace, vous pouvez mettre le désembuyage arrière. On l'a vu tout à l'heure. Ce qui va éviter de faire une formation de buée derrière vous. Ensuite, indiquer où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Donc les attaches Isofix en général elles vont se trouver derrière. Là. Donc c'est ce symbole là. Voilà le symbole Isofix. Là, vous l'avez là-bas aussi et vous l'avez sur les autres sièges. Voilà, c'est ce petit symbole là. Alors, peut-on fixer tout type de siège enfant sur des attaches de type Isofix? Donc non. Uniquement ceux compatibles Isofix, bien sûr. Voilà. Quand vous achetez un siège auto pour enfants, il faut bien vérifier qu'il soit bien Isofix. C'est une norme, en fait. Alors, comment vérifier la respiration d'une victime? On l'a dit tout à l'heure. Il suffit de mettre la main ou de mettre son visage proche de sa bouche, voir si de l'air en sort. Alors, on va montrer le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Donc, le voyant, il est normalement sur tous les véhicules mis en circulation depuis 2014. Il doit apparaître. Donc c'est ce voyant-là. Alors, hop, je vais devoir couper le moteur, remettre le contact et il va apparaître ici. Voilà, c'est celui-là. Hop, je vais vous le refaire. C'est avec le point d'exclamation, il est orange et ça fait comme des petites vagues en bas. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Alors, à quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneus? Tous les mois. Au moins une fois par mois, vérifiez la pression de vos pneus. N'oubliez pas, c'est la seule chose qui est en contact avec la route. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Question de sécurité. C'est quand le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne de manière anarchique. Voilà, donc là c'était la vidéo des questions de vérification intérieure ainsi que les premiers secours. Donc je vais vous faire aussi bien sûr la vidéo des vérifications extérieures. Donc je reprécise, c'est bien sûr Peugeot 208. Mais les questions sont les mêmes, les réponses seront les mêmes. C'est juste que les voyants, bon, sont les mêmes aussi sur toutes les voitures, mais ne sont pas forcément placés aux mêmes endroits et les commandes ne sont pas non plus aux mêmes endroits. Sur une Peugeot, ça va être de telle manière. Chez Citroën, ça va être un peu autrement. Chez Volkswagen, Renault, etc. Enfin, je vais pas vous faire toutes les marques, mais forcément, les voyants ou les symboles ou les actions des commandes sont différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est les questions. Donc, c'est ouvert à ceux aussi qui n'utilisent pas forcément de 208. Et les questions de sécurité. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à faire tourner. Et comme je vous ai dit, je vous poste bientôt les vérifications extérieures. Voilà. Au revoir à tous.